Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes depuis 24 heures en Guadeloupe. Vous allez vous envoler tout à l'heure pour Saint-Martin, puis Saint-Barth. La Guadeloupe, on le sait, pense ses plaies après le passage de l'ouragan Maria. Le périmètre de l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 24 septembre n'est toujours pas abrogé et a été très largement contesté par les élus et la population. Alors, éclairez-nous ce soir. Quel sera votre mode opératoire? Va-t-on vers un nouvel arrêté ou une décision modificative? Dès après l'événement climatique sans précédent par son intensité qui a frappé la Guadeloupe, nous avons pris un arrêté classant en état de catastrophe naturelle pour les risques submersion et inondation l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Et nous ne nous sommes pas prononcés rapidement sur la question des vents cycloniques, qui ont évidemment causé le plus de dégâts. Pourquoi? Parce que nous avions besoin de mesures. Nous ne classons pas comme ça spontanément telle commune et telle autre commune. Il faut avoir des mesures et nous n'avions pas les mesures nécessaires. Donc nous nous sommes rapprochés de Météo France. Nous avons immédiatement classé les communes des Saintes parce qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et je voulais avoir l'ensemble des dossiers, l'ensemble des éléments avant de pouvoir trancher. Ce qui apparaît assez clairement, c'est que nous ne disposons pas au moment où je vous parle, et nous ne disposerons pas de mesures précises pouvant dire la nature du vent qui a soufflé à tel endroit. Après tout, on peut le comprendre. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que chaque fois qu'il y aurait doute, le doute profiterait à la commune. Nous aurons donc la possibilité de classer prochainement, dans la semaine qui vient, probablement dans les 2 semaines, les communes, et principalement les communes de Basse-Terre, parce que c'est là que les vents ont été manifestement les plus forts et que les dégâts ont été les plus importants. Et donc, c'est probablement les communes de Basse-Terre qui verront le classement liés au vent cyclonique. Ailleurs, il y a eu des dégâts, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour indiquer qu'ils pourraient relever de la logique des vents cycloniques. Prolongation également des délais pour les assurances? Pour les assurances, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. On ne peut pas attendre trop longtemps et il faut aussi avoir conscience que les assureurs doivent faire leur métier, donc ils le font, je crois. On a poussé le délai, je ne sais pas si on le repoussera, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable à ce stade. La solidarité nationale va jouer pour ceux qui ne sont pas assurés? La solidarité nationale, elle joue, quoi qu'il arrive, et c'est normal. Je ne considère pas qu'il faille s'en réjouir, je pense que c'est normal. Il faut quand même le mesurer et le savoir. Elle interviendra sous forme d'indemnisation pour les productions perdues. Peut-être que nous aurons l'occasion de dire un mot sur l'agriculture dans quelques instants. Oui, justement, je vais poser la question. Et donc cette solidarité nationale, elle est à l'œuvre. On ne peut pas, je crois, exiger que l'État fasse l'assureur de ceux qui ne sont pas assurés. Donc il y aura un effort de solidarité. Je l'ai dit plusieurs fois tout au long de la journée. Je le dirai évidemment demain à Saint-Martin. Mais n'attendez pas de moi que d'un coup de baguette magique, je vous dise, pour toutes les personnes qui n'étaient pas assurées, l'État fera comme si elles étaient assurées et les remboursera, parce que sinon, on crée bien entendu un problème. Alors, vous avez rencontré aujourd'hui des producteurs de bananes, mais également des pêcheurs, des secteurs productifs impactés. On parle de 40 millions qui seraient débloqués par l'État. Vous confirmez ce chiffre ce soir? Non, moi, je n'annonce pas de chiffres. J'annonce évidemment le souci pour l'État de procéder à l'indemnisation de ceux des producteurs qui ont subi un préjudice important. Et s'agissant des producteurs de bananes, ils ont tous subi un préjudice extrêmement important. J'ai vu de mes yeux sur le terrain l'ampleur des dégâts causés par le cyclone. Ils sont incontestables et il faut évidemment accompagner les producteurs dans la période qui commence maintenant et qui va durer 12 à 18 mois avant qu'on puisse à nouveau imaginer avoir la banane française sur les étals dans les supermarchés et chez les fruitiers. Donc il faut les accompagner. On va le faire. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, d'ici la fin du mois, le ministre de l'Agriculture sera ici en Guadeloupe pour discuter avec les producteurs, avec la filière, sur les meilleurs moyens d'indemniser et les meilleurs moyens d'accompagner la filière dans la discussion qu'elle va avoir avec les représentants des distributeurs pour, dans le cadre de ce qu'on a appelé les états généraux de l'alimentation, mieux répartir la valeur entre les producteurs et les distributeurs. Donc oui, il y aura un accompagnement de l'État. Cet accompagnement, il peut prendre une forme indemnitaire, c'est vrai. Il peut aussi... Pas de chiffres pour l'instant. Pour une raison simple, c'est que tant que je n'ai pas l'ensemble des dossiers qui sont remontés, qui sont étayés, vous pensez bien que je ne vais pas donner de montant global. Nous accompagnerons les producteurs. Je le dis clairement, et je n'ai pas l'habitude de parler en l'air. Alors, les assises de l'outre-mer sont lancées. Et pardon, parce que vous m'avez posé une question sur les pêcheurs. Oui, alors allons-y rapidement. Oui, mais c'est un sujet important. D'abord, ils m'ont remarquablement reçu. Ils m'ont fait part, pour un certain nombre d'entre eux, de leurs questionnements sur le renouvellement de la flotte, sur la structuration de la filière, sur cet élément incompréhensible qui veut qu'en Guadeloupe même, on consomme seulement 20% de ce qu'on consomme comme poisson
est pêché en Guadeloupe. Le reste est importé. C'est évidemment insatisfaisant. Il faut donc structurer la filière pour accroître l'autosuffisance alimentaire en matière de poissons en Guadeloupe et permettre aussi la création de filières d'exportation. C'est une filière d'excellence. Et il faut l'accompagner vis-à-vis des discussions de l'Europe, avec l'Europe, l'accompagner dans sa structuration. Et la conversation que nous avons eue avec les pêcheurs était remarquable de clarté et d'ambition. Les assises de l'outre-mer, Monsieur le Premier ministre, est lancé. Pourtant, on connaît déjà les diagnostics des territoires ultramarins, une égalité réelle, une convergence. On a le sentiment que ces expressions ont disparu dans le langage du gouvernement. Alors, quelle égalité proposez-vous à nos territoires concrètement ? Moi, j'essaie de ne pas me payer de mots. Et les grands concepts, quand ils ne débouchent pas sur des droits effectifs, me laissent assez rêveur, je ne vous le cache pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions concrètes dans les territoires. On peut en prendre quelques exemples. L'eau, par exemple. La situation de l'eau potable en Guadeloupe n'est pas satisfaisante. La distribution de l'eau n'est pas effectuée dans de bonnes conditions. Il n'y a aucune raison. L'État mettra sa part ? Non, mais attendez, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il y a une ressource en eau abondante en Guadeloupe, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, que les décisions ne sont pas prises, qu'il n'y a pas suffisamment de coopération et de collaboration entre les collectivités territoriales, probablement. Donc l'État sera là pour accompagner les collectivités territoriales, mais il ne sera pas là pour se substituer aux collectivités territoriales. Il y a des décisions à prendre, il y a des responsabilités à prendre. Nous accompagnerons les collectivités territoriales, mais nous ne pouvons pas prendre les décisions à leur place. Alors, sous la continuité territoriale maintenant, dans son programme, Emmanuel Macron avait annoncé 200 000 billets pour l'ensemble de l'outre-mer, est suffisant avec une enveloppe de la DOM qui va baisser ? C'est peut-être... Je sais que lorsqu'on fixe un objectif, et notamment un objectif chiffré, on se heurte toujours au questionnement ou à la satisfaction de ceux qui disent « mais au fond, est-ce que c'est suffisant ?» Vous avez raison, est-ce que c'est suffisant ? N'empêche que c'est l'objectif qui a été fixé. Il a été fixé par le président de la République. Donc oui, nous allons le tenir. Mais nous sommes en train de travailler avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. C'est pas figé, ça rentrera en œuvre, mais ce sera l'objectif fixé par le président. Alors, le sport aussi, la jeunesse sport, le plan Caner, 80 millions pour 4 ans. Vous parlez de réorienter, de réorganiser. Ça veut dire que ça va baisser pour l'outre-mer ? Non, ça veut dire que nous avons préservé le principe d'une partie de l'enveloppe du CNDS affectée au DOM-TOM et affectée aux outre-mer. Pardon, j'utilise une vieille expression, parfois ça me revient, mais aux outre-mer. Et que donc nous allons préserver cet investissement pour une raison très simple, c'est que les équipements sportifs dans les outre-mer, comme partout en France, mais particulièrement dans les outre-mer, ont une fonction qui est à la fois une fonction sportive et une fonction très directement sociale, parce que c'est là qu'on construit des individualités, c'est là qu'on apprend parfois le respect des règles. Tout à l'heure, j'étais aux Abysses. Et nous avons inauguré un centre social, sportif et culturel. Oui. Et c'était absolument remarquable ce qui se passait dans ce centre. Parce qu'on voyait une jeunesse soucieuse de s'épanouir, soucieuse d'apprendre des règles, soucieuse de trouver son identité d'une certaine façon, très bien encadrée par des responsables associatifs extrêmement précis, extrêmement exigeants aussi. Donc on voit bien que ce qui se joue dans ces équipements sportifs, ce n'est pas simplement le sport plaisir ou le sport loisir, c'est aussi d'une certaine façon un certain nombre de règles et de conditions de l'épanouissement individuel et donc collectif qui se passent. Donc nous continuerons sur Saint-Martin, évidemment à financer ces programmes. Alors on ne va programmes. pas anticiper trop, la situation sociale et la reconstruction. 2 chantiers prioritaires. Écoutez, à Saint-Martin, tout est prioritaire. La situation est, on le sait, redoutablement délicate. L'État a très tôt, pendant la situation d'urgence, pris toute une série de décisions qui ont permis de gérer la crise. Je ne dis pas de façon parfaite, mais avec une ambition et une mobilisation des moyens comme on en avait rarement vu, et qui, a posteriori d'ailleurs, ne fait plus l'objet de critiques. J'ai vu les mauvaises polémiques qui avaient commencé au moment de la crise. Je constate qu'à posteriori, il n'y a plus de critiques. Maintenant, il faut reconstruire. On ne pourra pas reconstruire à Saint-Martin comme s'il ne s'était rien passé. Alors, bien sûr, on va faire confiance aux élus locaux. Oui. Bien sûr, on va faire confiance aux acteurs locaux. On va essayer de les accompagner. Mais je veux être clair, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et si on reconstruisait exactement de la même façon que ce qui s'est fait, sans tenir compte de nouvelles normes de construction, sans éventuellement se poser la question d'un nouveau zonage en matière d'urbanisme, alors on s'exposerait dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans à la même catastrophe. Et ce jour-là, vous seriez fondés, les Français seraient fondés à nous dire « qu'avez-vous fait ?» Et donc, je veux, avec les élus locaux, organiser, accompagner, aider une reconstruction qui soit soucieuse de réalisme, qui permette le développement touristique de l'île, c'est bien évident, mais qui sache aussi tenir compte de ce qui s'est passé. Alors, dernière question. Je ne suis pas le Père Noël. Une phrase prononcée par le chef de l'État la semaine dernière en Guyane. Ce soir, Édouard Philippe, vous pouvez regarder les ultramarins, les yeux dans les yeux, et vous êtes prêt
à leur dire qu'il faudra de moins en moins compter sur l'État pour leur avenir? Alors pas du tout. D'abord, vous auriez pu, si vous aviez eu un petit peu plus de temps, citer complètement la phrase d'Emmanuel Macron. Il a dit « Je ne suis pas le Père Noël et les Guyanais ne sont pas des enfants ». Ce qui n'a pas exactement le même sens, et je crois que vous le savez. Par ailleurs... Moins d'État. Par ailleurs, la question, c'est pas de savoir s'il y a plus d'État ou moins d'État. La question, c'est de savoir s'il y a le bon développement en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe. Moi, je considère que l'État doit accompagner. D'abord, il doit jouer ses fonctions régaliennes, parce que personne d'autre que lui n'assurera la sécurité publique, personne d'autre que lui ne remplira ses fonctions régaliennes. Et je suis totalement déterminé à faire en sorte que l'État soit fort. L'État-providence, c'est fini? L'État partenaire? Non, mais essayez d'aller jusqu'au bout de ma réponse, plutôt que d'essayer de trouver la petite phrase qui va peut-être faire la reprise, mais qui finalement n'est pas si intéressante. L'État régalien, ça compte. Ses responsabilités, elles lui reviennent, il doit les exercer. Et moi, je suis exigeant avec les fonctionnaires de l'État, parce que je sais que leur mission est difficile, mais parce que je sais qu'elle est essentielle. Ensuite, bien sûr, accompagner le développement économique et social des territoires. Bien entendu, l'État n'a pas cessé de le faire et continue à le faire. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ce sont les élus locaux, les élus de ces territoires, qui doivent prendre les décisions. Alors, nous sommes là pour les accompagner. J'ai eu une longue discussion avec Madame la Présidente du Conseil départemental, une très bonne discussion avec elle, sur des sujets comme le RSA, sur des sujets comme la distribution en eau, et nous allons travailler ensemble. Moi, j'y suis disposé. Je me permets de vous indiquer que je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un gouvernement où autant de ministres se soient déplacés aussi souvent dans les Outre-mer, aussitôt dans le quinquennat. Pourquoi ? Parce que nous savons que ce qui se joue dans les Outre-mer, c'est à l'image de ce qui se joue en France, essentiel. Édouard Philippe, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.